Apige Radio, la radio numéro 1 du Forez. Bonjour à tous et bienvenue à Apige Radio. Aujourd'hui, émission spéciale numérique. J'ai avec moi Louison, Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Lilian, Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Lucie, Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Judith, Bonjour à tous. Romain Bonjour tout le monde. et Esteban. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, comme je vous ai dit, émission un peu spéciale numérique. Comme à notre habitude, nous allons faire une chronique et nous débattrons après sur la chronique. Et pour commencer, Lucie. Lucie, tu vas nous parler d'un homme exceptionnel. Ouais, je te laisse commencer. Je vais vous présenter Alan Turing, né le 23 juin 1912 à Londres. C'était un mathématicien et cryptologue britannique, auteur de travaux fondant scientifiquement l'informatique. À 18 ans, il est admis à l'université de Cambridge, le King's College, très réputé pour ses cercles intellectuels et artistiques de libre pensée. À l'époque, son homosexualité y était mieux admise que dans le reste de l'Angleterre. En 1936, il écrit un article sur les nombres calculables. Dans son article, il décrit une machine, la machine de Turing. Turing l'a créée dans le but de résoudre les problèmes mathématiques de façon mécanique. On dit alors que Turing vient de poser les bases de l'informatique. Pendant la guerre, il intègre les services secrets britanniques dans le but de craquer Enigma. C'est une machine électromécanique portable qui permettait le chiffrement et le déchiffrement de l'information. Pendant la guerre, elle permettait de crypter les communications allemandes. Elle était réputée incassable. Mais Turing réussit à décrypter ces codes grâce à une machine, la bombe, qu'il avait créée, ce qui permit aux Alliés de gagner la Seconde Guerre mondiale. Turing ne s'arrêta pas là. Il a un nouveau projet, celui de détailler un ordinateur. Son aboutissement va donner lieu à l'ACE, Automatic Computing Engine, le tout premier ordinateur. C'est grâce à cela qu'il crée la première musique sur l'ordinateur. Puis, en 1950, il crée le test de Turing. Le principe est qu'une machine et un être humain parlent et un deuxième être humain doit trouver qui est la machine. Malheureusement, il n'ira pas au bout de ses travaux, car il est condamné pour son homosexualité en 1952. Il est contraint de subir une castration chimique. On le retrouvera mort 2 ans plus tard chez lui, le 7 juin 1954. La thèse du suicide est privilégiée. On retrouvera à côté de lui une pomme croquée empoisonnée au cyanure. Il sera gracié par la reine d'Angleterre à titre posthume. Merci beaucoup, Lucie. En tout cas, ça montre une chose, c'est que le numérique, et là pour le coup l'informatique, a eu un impact énorme sur la Seconde Guerre mondiale. Et moi, j'ai envie de vous poser la question si aujourd'hui, on a atteint les limites du numérique. Je pense qu'on peut aller plus loin parce que regarde, la 5G commence à arriver de partout. La fibre est arrivée, pas encore chez tout le monde. Non, je pense qu'on peut aller encore plus loin. Je suis d'accord avec Lilian. Moi, je pense qu'on peut aller plus loin, mais c'est pas forcément nécessaire. On peut toujours, de toute façon, c'est nous qui l'avons créé, aura toujours évoluer de ce qu'on a fait avant. Et ça pourra que faire évoluer. Et bon, au bout d'un moment, forcément, que ça va s'arrêter. Mais pour moi, il va encore avoir de l'évolution dans les prochaines années. Je pense que les ordinateurs pourront être encore largement plus puissants. Et la nanotechnologie aussi, tant qu'il y aura des gens qui la comprennent, on pourra toujours l'augmenter, elle sera toujours de plus en plus puissante. Le niveau de la technologie augmente. Genre par exemple sur la 4G, la 5G, si ça augmente encore, on verra plus le temps de chargement, genre on verra plus la différence. Au moment, ça sera juste perçu par un ordinateur qu'il y a une différence de temps. Je pense que dans les 10 prochaines années, il y aura déjà la 5G qui sera totalement répandue dans pas tout le monde, mais une bonne partie des pays qui sont déjà développés. Après, je pense qu'on aura peut-être atteint un niveau
un niveau où pas tout, mais une grande partie des choses pourraient être allumées juste par la voix, ou déjà on voit des choses où tu dis quelque chose et que ça va exécuter. Donc Comme peut-être, la Google Home. oui, voilà, peut-être que ça aura encore évolué, tu pourras éteindre des lumières avec, enfin, je pense qu'il y aura pas mal de choses comme ça. Moi, je pense qu'il y aura plein d'objets genre du quotidien qui seront équipés du numérique. Genre, par exemple, les robots de cuisine ils sont quasiment tous équipés d'appareils numériques et tout. Je pense que ça va continuer comme ça. Judith, c'est à toi. Tu vas nous expliquer un peu l'information que l'on subit tous les jours. Alors, je vais parler des fake news. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une fake news? Les fake news, en français fausses nouvelles, infox ou encore informations fallacieuses, sont des informations mensongères diffusées dans le but de manipuler ou de tromper le public. La lutte contre les fake news provoque des oppositions. Certains journaux au gouvernement voudraient interdire les fake news. D'autres, des mouvements politiques ou intellectuels, pensent que les fake news font partie de la liberté d'expression. D'après eux, le gouvernement n'ont pas le droit de déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux, puisque eux-mêmes fabriquent des fake news. Mais certaines applications font en sorte de limiter le partage de fake news, comme Facebook, qui essaye de briser la viralité des fausses informations en limitant le nombre de partages possibles sur Messenger. En l'occurrence, l'application de messagerie instantanée restreint le partage à 5 personnes ou 5 groupes à la fois. Messenger suit le pas de WhatsApp, également une application Facebook, qui en avril avait resserré les boulons sur le transfert de messages. Les restrictions de partage ont permis de réduire 70% de la circulation des fausses informations sur WhatsApp. Entre la désinformation sur le coronavirus et les fake news qui circulent dans cette période d'élection américaine, toutes les initiatives sont bonnes à prendre, même si Facebook fait partie intégrante du problème. Messenger a par ailleurs ajouté en début d'année l'authentification double facteur et a amélioré le blocage des nouvelles non désirées. Tu peux nous donner un Maintenant, exemple de fake news? cette fausse nouvelle est sans doute l'une des plus frappantes et des plus spectaculaires. Elle montre la puissance des médias et l'influence qu'ils peuvent avoir sur les peuples ou les sociétés. Le 30 octobre 1938, le fameux réalisateur, auteur, producteur Orson Welles travaille pour une station de radio américaine, SBS. Dans les années 30, la radio était le média le plus puissant et le plus écouté aux USA. Tout ce que disaient les médias était en ce temps-là encore parole d'évangile. Alors imaginez l'effet qu'a pu faire à l'antenne l'une des plus importantes radios des États-Unis, l'annonce par Orson Welles que les Martiens avaient débarqué dans le New Jersey. Il s'ensuivit une panique et un grand nombre d'auditeurs s'enfuirent de New York par la route, persuadés que l'armée martienne envahit la Terre. En effet, il s'agissait d'une adaptation radiophonique du roman de la guerre des mondes Herbert George Wells par la troupe de théâtre d'Orson Welles, le Mercury Theatre relatant effectivement une invasion extraterrestre de notre planète. Est-ce qu'il faut laisser des fake news quand elles sont avérées? Est-ce qu'il faut les laisser? Pour moi, il faut pas les enlever parce que forcément ça coupe cette liberté, mais les limiter parce que il y en a vraiment de partout et il faudrait limiter ce phénomène pour éviter non plus qu'il y en ait trop en ligne sur Internet. Je pense que c'est la meilleure solution, mais pas de l'enlever définitivement. Je suis d'accord avec Esteban, parce que les fake news, c'est quand même une grande partie sur Internet. Je suis d'accord avec eux. Il faut limiter pour pouvoir quand même savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que s'il y a que du faux, ben ça va pas aller, quoi. Moi, je pense qu'on peut les laisser, mais qu'il faudra apprendre aux gens à vraiment à bien les discerner, qu'est-ce qui est vrai et ce qui est faux pour qu'ils se fassent un avis. Il faut sensibiliser les gens à la détection de fake news. On va passer au sujet suivant. Romain, tu vas nous parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Ark. Aujourd'hui, j'aimerais parler de Ark, un jeu de action survie aventure publié par Wildcard, qui est sorti le 2 juin 2015 sur Windows, le 1er juillet 2015 sur Linux et macOS. Et le jeu sort officiellement le 29 août 2016 sur toutes les plateformes. J'ai décidé aujourd'hui de parler de ce jeu car l'extension du DLC Ark Genesis, la partie 2 est sortie. Ark est un jeu
qui est très apprécié. C'est un jeu qui est beaucoup joué. Plus de 2 milliards d'utilisateurs sur toutes les plateformes. Il existe une deuxième version de Ark qui s'appelle Ark Survival of the Fittest, qui est un J contre J où vous devez survivre avec un cercle qui se rétrécit, où tout a été augmenté pour que votre jeu se déroule le plus rapidement possible. C'est un jeu très populaire avec beaucoup de tournois qui restera très populaire avec beaucoup de joueurs. Moi, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que le jeu vidéo, ça peut pas aider à la scolarité? Moi, je pense que si, ça peut aider parce que je sais qu'il y a plein de jeux qui existent qui sont vraiment version éducative et tout, même que certains professeurs utilisent dans leurs cours. Moi, je pense que ça D'accord, peut aider niveau éducatif parce que certains jeux, on peut les mettre en anglais et ça peut améliorer notre niveau d'anglais, par exemple. C'est vrai que dans un jeu, il peut toujours avoir quelque chose d'éducatif, par exemple, oui, la langue anglaise, ou même, comme Judith le dit, des jeux spécialisés dans la scolarité qui peuvent aider certains élèves. Par exemple, Arc, qu'est-ce que ça peut emmener comme atout pour la scolarité? Disons que le jeu de base déjà c'est un jeu anglais, donc tout est en anglais. Et en même temps, c'est un jeu où tu dois gérer, tu es autonome sur toi-même. Donc ça peut apprendre à être autonome. Arc, en même temps, même si c'est un jeu de survie, c'est aussi extrêmement créatif, puisque tu as la construction de ta maison, le meublement de ta maison, donc ce que tu peux faire, ce que tu veux dans ta maison, tu peux pratiquement faire ce que tu veux. Ta base, tu peux la mettre où tu veux. Enfin, c'est vraiment extrêmement créatif aussi. Donc ça fait bosser l'imagination. En clair, oui. De l'organisation dans son raisonnement. Oui, voilà. Je sais qu'il y a des jeux qui existent où, comme un peu des mots croisés, où tu vas avoir des mots techniques que tu peux peut-être réutiliser potentiellement dans des rédactions pour avoir des termes plus techniques au lieu de te sortir un peu des mots, faire voir que tu sais et que tu connais des choses. Moi, j'avais un jeu où il y avait une question avec plusieurs réponses et il y avait un nombre de bonhommes et il fallait les mettre sur une case et à la fin du temps donné, quand tu as mis tous les bonhommes, le but c'était de finir les questions en ayant toujours des bonhommes. Du coup, bah, j'ai pu apprendre certaines choses. Moi, je me rappelle quand il y a un petit moment, j'avais joué à un jeu de géographie, il me semble, et ça apprenait à situer les pays, les villes, etc. Ces jeux sont quand même conçus pour un peu du divertissement et en fait apprendre des choses tout en se divertissant, et ben c'est toujours une très bonne technique. Tu apprends plus facilement que d'être devant ta feuille et tu lis ton cours, tu l'apprends, que s'amuser tout en révisant certaines choses ou en apprenant certains mots, et ben ça peut être très intéressant. Oui, il y a plein de profs qui ont fait ça genre pendant le confinement, qui par exemple, je donne ça en exemple, hein, mais en physique-chimie, notre prof, il nous avait mis des petites animations où on pouvait tester nous ce que ça donnait. Ou par exemple, là, même cette année, notre prof de SVT qui nous fait mener une enquête et du coup, pour résoudre cette enquête, on doit faire des activités. C'est vraiment pour que ce soit plus divertissant, genre. Donc c'est bien. Et que c'est amenant. C'est pour qu'on ait envie d'apprendre. Esteban, c'est à ton tour. Tu vas nous parler de la Formule 1 avec un grand événement qui a eu lieu ce week-end. Donc oui, aujourd'hui, je vais vous parler du Grand Prix de Formule 1 qui s'est déroulé en Turquie, à Istanbul, ce week-end. Donc il faut savoir que cette piste vient d'être tout juste rénovée avec un asphalte tout neuf et avec des conditions très difficiles et une piste très glissante avec très peu de grip. Et à la plus grande surprise en qualification, les favoris étaient en retrait, comme Lewis Hamilton, pilote Mercedes, et Valtteri Bottas aussi, pilote Mercedes, qui étaient 6 et 9e. Et c'était Stroll, Verstappen et Albon qui étaient en pole position. Donc au départ de la course, il faut savoir qu'il pleuvait. Les pilotes sont partis avec des pneus wet, donc des pneus pluie qui dégagent le plus d'eau possible parce que la piste était détrempée. Donc il y a eu un départ compliqué pour certains pilotes et d'autres très bons.
Et il y a aussi eu quand même un départ assez mouvementé avec un accrochage en tête avec, entre Bottas, pilote Mercedes, et Ocon, pilote Renault. Après, pendant la course, il y a eu quelques erreurs avec du coup cette piste très glissante et beaucoup de tête à queue, de sortie de route et une course très agréable à regarder avec des conditions qui ont changé pendant la course où les ingénieurs et toute l'équipe travaillaient pour tenir le pilote au courant grâce aux radios et toutes les informations qui sont sur leurs écrans. Il y a des pilotes qui sont rentrés au stand où leurs pneus n'ont pas marché par la suite. Et c'est au final Lewis Hamilton qui a remporté ce Grand Prix et qui, au passage, a décroché son 7e titre de champion du monde et qui égalise Michael Schumacher à ce niveau-là. Et le podium s'est aussi joué entre des pilotes dans les 2-3 derniers virages, comme Pérez, pilote Racing Point, Leclerc, pilote Ferrari, et Vettel aussi, et Sainz. Malheureusement, Leclerc fait une erreur dans l'avant-dernier virage, ce qui laisse Pérez et Vettel passer devant lui et du coup prendre la 2e et 3e place, tandis que lui prend la 4e place alors qu'il était 2e. Et oui, du coup, très, très bon week-end d'Hamilton qui, du coup, décroche son 7e titre de champion du monde, ce qui est très, très, très honorable. J'ai envie de vous poser la question du numérique, en fait, dans le monde du sport. Est-ce que aujourd'hui, le sport peut exister sans numérique? Bah, moi, franchement, pour l'instant, je pense pas parce que là, actuellement, avec la période de Covid-19 et tout le confinement, on peut pas regarder on peut pas aller regarder les compétitions en vrai. Donc, on peut pas s'en passer. Genre, on peut pas se passer de la retransmission ou de la radio. Pour le Vendée Globe, les catamarans doivent savoir un peu la météo, voir comment le lendemain, ou savoir où sont les autres personnes, s'ils sont loin, s'ils ont de l'avance ou pas. Il y a aussi le cyclisme, parce que on dirait pas, mais il y a un gros staff derrière avec une grosse radio pour savoir s'ils vont bien, si les pneus sont pas crevés, s'il n'y a pas un problème techniquement. Si, je pense qu'il y a besoin du numérique. Moi aussi, je pense qu'il y a besoin du numérique parce que le sport sans numérique, ce serait quasiment impossible parce que il y a quasiment la moitié du travail qui est fait par les assistants derrière. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que là, je parle de la Formule 1 en particulier, mais maintenant, c'est très technique. Avant, ils se débrouillaient très bien sans numérique. Mais maintenant, tout est pratiquement électrique. Il n'y a pas beaucoup d'aide, mais juste déjà le moteur, ils ont besoin d'être 6 ou 7 personnes juste pour démarrer le moteur. Et par informatique, ils doivent faire des manipulations. Il y a vraiment énormément de données qui sont prises en compte pour avoir des meilleurs chronos, etc. Donc, en Formule 1, c'est indispensable, franchement, pour le moment, le numérique. Après, dans d'autres sports, je pense qu'on peut essayer de limiter cet usage du numérique. Mais en Formule 1, en tout cas, pour le moment, c'est impossible. C'est impossible sans. Du coup, on va rebondir sur le foot avec Lilian et Louison. Vous avez travaillé tous les deux sur les paris sportifs. On va vous présenter les paris sportifs. Les paris sportifs se sont énormément développés depuis 2015. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont montées comme Winamax, TheBet ou Unibet. Le pari sportif a commencé sur les courses de chevaux et s'est développé sur plein d'autres sports comme le tennis ou le foot. Les paris peuvent rapporter énormément d'argent, mais cela peut vite nous retomber dessus et perdre des grosses sommes. Les paris sont interdits aux mineurs. Cette application est disponible pour mineurs et gratuite. Elle est disponible sur iOS et Android. Cette application se nomme La Roue Tourne. C'est une application qui permet de parier entre amis sans utiliser d'argent, du coup sans devenir addict. Sur La Roue Tourne, on peut parier sur la Première Ligue, la Ligue 1, la Liga Santander et bien d'autres. Chaque pari réussi rapporte des points et cela forme un classement hebdomadaire ou annuel.
Le classement est fait avec ses amis, mais on peut aussi se rendre compte au point mondial. Cette application n'est encore peu connue et le devenir bien plus. Alors, effectivement, les paris sportifs, c'est quelque chose qui engendre énormément d'argent. Ça pose beaucoup de questions sur comment on voit les sportifs. Est-ce que ça a changé notre vision du sport? Ben, non, pas vraiment, parce que tu dis quand même, tu paries pour ton équipe de cœur, t'essayes. Mais après, ce qui est pas pareil, c'est que par exemple, pour des matchs de Ligue 2 et tout, peut-être pour toi qui ne portent pas d'intention, eh ben, tu regardes quand même, parce que vu que tu as parié, tu as quand même mis une somme d'argent et tu peux quand même rapporter beaucoup d'argent, même si c'est des petits matchs. Oui, ça t'incite à regarder, par exemple, où tu as parié, même des matchs qui te semblent inintéressants ou que tu vas pas regarder en temps normal. Si tu as parié dessus, tu peux toujours aller jeter un coup d'œil et, prendre son pied dans ce match. Ouais, mais est-ce qu'on voit encore les joueurs, par exemple, comme des joueurs ou comme des chevaux de course? Pour moi, c'est un peu les deux, parce que au final, tu as quand même envie que ton pari il te rapporte de l'argent. Oui, t'as envie forcément qu'il marque, que tu gagnes ton pari, mais ça reste quand même un sportif parce que après, derrière ça, il y a quand même énormément de travail, d'entraînement qui font qu'ils jouent le week-end, qui s'améliorent, qui devient vraiment très bon. Donc, pour moi, c'est plus un joueur qu'un pari, même si tu aurais envie que tu gagnes ce pari, mais pour moi, c'est quand même plus un joueur. Je suis d'accord avec Esteban. Je vous remercie à tous d'avoir participé à cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une 3e émission, en espérant que vous allez passer une bonne semaine. Et salut tout le monde. Ciao, ciao. Salut! Salut! Apige Radio, la radio numéro 1 du Forez.